Count flowers on the wall that don't bother me at all. Playing solitaire till dawn with the deck of 51. Smoking cigarettes and watching Captain Kangaroo. Now don't tell me I've nothing to do. It's good to see you. I must go. I know I'm a good friend. Not a country. Los Angeles est une des villes les plus surprenantes qui m'ait été donné de voir. Sa diversité, son gigantisme, son architecture, sa froideur, sa folie, ont su au fil du temps servir différents cinéastes comme Michael Mann, qui en a fait un personnage à part entière et qui fait ressortir toute l'immensité de cette cité unique, tout l'inverse de Tarantino qui lui en fait un lieu plus intimiste, en immortalisant ses personnages dans des endroits bien précis, des quartiers moins connus. Ridley Scott avec Blade Runner offre une vision plus futuriste de la ville. Il se sert du vieux pour faire du neuf, tout en gardant ce côté un peu terne, voire crasseux. Là où Damien Chazelle avec La La Land offre à Los Angeles une palette de couleurs insoupçonnée de par ses différents jeux de lumière uniques. Bref, vous l'aurez compris, Los Angeles, au-delà d'être le berceau du cinéma américain, est une ville que chacun peut s'approprier. Une fourmilière géante que j'ai eu la chance de visiter par 2 fois, et dont j'avais envie de vous faire découvrir différents lieux insolites qu'on a tous vus au moins une fois ou entrevus sur grand écran. Parce que oui, c'est ici que naît l'illusion du cinéma à travers ses différents studios. La ville abrite les studios de la Warner, de Disney, de Sony, de Paramount et d'Universal. Mais ce qui est paradoxal, c'est que c'est ici qu'on fabrique l'illusion, mais c'est aussi ici qu'on donne littéralement vie à ce qui façonne notre amour pour le 7e art. Harry Potter, Jurassic Park, Cars, Star Wars, Friends. Si c'est dans une salle obscure ou devant votre télévision que vous avez rêvé de ces différents univers, c'est bien ici, à Los Angeles, et grâce à ces différents parcs à thème et autres visites de studios, que le rêve devient réalité, et que vous pouvez passer de Radiator Springs à Tatooine en à peine 5 minutes de marche. Maintenant, même si tout ceci est distrayant, c'est bien le réel qui m'attire avant tout. Loin des studios et de leur illusion se cachent des lieux de tournage emblématiques qui continuent encore de vivre à travers les habitants de la ville, des lieux plus ou moins connus que je vais vous faire découvrir dans cette vidéo. Donc, c'est parti, promenons-nous à Los Angeles. Le panneau Hollywood est sans aucun doute l'un des signes les plus populaires et les plus reconnaissables à travers le monde. Et pourtant, tout comme notre chère Tour Eiffel, il n'était pas destiné à durer. Conçu à la base pour promouvoir un projet immobilier, c'est au départ le terme Hollywoodland qui se dessine sur les hauteurs de Los Angeles en 1923 pour une durée initialement prévue d'1 an et demi. Mais pourtant, les lettres resteront sur place et à l'abandon jusqu'en 1949, où une première restauration verra le jour, en plus des retraits des 4 dernières lettres qui constituent le mot land. Presque 30 ans plus tard, en 1978, le signe est fortement dégradé. Mais c'est à l'aide de différents dons que les lettres seront remplacées par d'autres en acier et beaucoup plus résistantes pour constituer le panneau que l'on connaît aujourd'hui. Beaucoup de célébrités ont contribué à garder intact ce monument historique dont les plus notables sont Arnold Schwarzenegger, Steven Spielberg ou encore Hugh Hefner. Il est encore aujourd'hui le plus grand panneau publicitaire au monde. Et on l'aperçoit bien entendu dans pas mal de films, dont 1941 où Steven Spielberg s'amuse à détruire le mot land. Il est en flammes dans l'introduction de Demolition Man, détruit par une tornade dans le jour d'après, parodié dans Shrek 2 mais également dans les Simpsons, GTA V ou encore dans une pub pour un célèbre opticien. C'est pas son meilleur rôle, je vous l'accorde. Non loin de là se trouve également le Cathy's Corner où a été tournée une célèbre scène de La La Land, le tunnel qui sert à la course-poursuite entre Biff et Marty dans Retour vers le futur 2, et bien sûr le célèbre observatoire astronomique Griffith. Son architecture unique des années 30 a aussi connu ses heures de gloire dans pas mal de productions hollywoodiennes.
bienvenue en Californie. Voilà, il fait bon vivre, hein? Il fait bon vivre. Bon, il pleut, désolé. Hein. Je voulais vous montrer une petite maison qui est juste derrière moi. Une maison qui s'appelle la Gamble House, qui a un style assez atypique, qui a été construite en 1908, qui est visitée même en ce moment par des gens. Mais pour moi, la particularité qu'elle a, c'est que c'est une maison très très connue dans un film très très connu. C'est la maison du Doc dans Retour vers le futur. Et d'ailleurs, tant qu'on parle de maison, je vais essayer de farfouiller un petit peu dans la ville pour vous en montrer 2-3 qui sont relativement connus et que vous avez forcément déjà vu sur petit ou grand écran. Manoir dans Charnède. Compris, la ville de Los Angeles regorge de maisons mythiques. Mais il y en a une qui surpasse toutes les autres et qui pourtant est loin d'être la plus reconnaissable. Le manoir Greystone. Ce manoir, construit en 1928 par un magnat du pétrole, a été transformé en parc public en 1971 et a depuis servi de décor à un très grand nombre de films et de séries. Toute la maison est un bijou architectural, que ce soit son extérieur, mais également son intérieur dont j'ai pu filmer que ça malheureusement, et clandestinement en plus, hein, je prends quand même des risques pour vous. Hein. Un intérieur qui abrite un grand escalier ouvert qui a été moult fois utilisé dans différentes productions hollywoodiennes. Au fil des décennies, le manoir a accueilli notamment des films comme The Big Lebowski, SOS Phantom 2, Le Prestige, la première trilogie Spider-Man, Star Trek Into Darkness, le premier X-Men, Rush Hour, Bodyguard, The Social Network, Jurassic Park 2, et j'en passe. Croyez-moi, j'en passe énormément. Le manoir est encore aujourd'hui très souvent utilisé pour des tournages, et il a la particularité d'être le lieu qui en a accueilli le plus aux États-Unis. Mais il n'y a pas que l'architecture des maisons qui offre aux films américains un style à chaque fois unique. Certains bâtiments sont connus et reconnus pour ça. La mairie de Beverly Hills, qui sert notamment de commissariat de police dans Le Flic de Beverly Hills, Fox Plaza, que les amateurs d'action connaissent mieux sous le nom de Nakatomi Plaza, Viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête. le Randy Donuts, où un certain Tony Stark est venu décuver dans Iron Man 2, Sir, I'm gonna have to ask you to exit the donut. ou encore ce restaurant, que vous ne reconnaissez sans doute pas, mais que vous connaissez forcément. Derrière moi, c'est le café qui a servi de lieu de tournage à l'introduction du film Reservoir Dogs de Quentin Tarantino. Du coup, on va aller voir ça de plus près à l'intérieur, on va prendre un petit déj. Mais je filerai pas de pourliche, hein, c'est hors de question, c'est dépassé. L'architecture urbaine à Los Angeles est une aubaine pour les chefs-op et autres réalisateurs. Et s'il y a bien un lieu qui regorge de bâtiments uniques, c'est bien le downtown. Union Station, gare historique de la ville, reconnue pour son architecture coloniale espagnole, notamment son hall d'entrée utilisé comme tribunal dans The Dark Knight Rises et comme commissariat dans Blade Runner.
Restons sur le transport ferroviaire mais à moindre échelle, puisqu'en 1901, la ville de Los Angeles a mis en service ce funiculaire unique en son genre, car cette sorte de remontée mécanique vous fera monter ou descendre sur une distance de 91 mètres. L'attraction, qu'on surnomme Angel Flight, sera très populaire jusque dans les années 60, avant d'être fermée officiellement en 2013 pour cause de trop nombreux accidents, puis réouverte en 2017. Pendant sa période de fermeture, le funiculaire sera exceptionnellement remis en service pour les besoins du film La La Land qu'il utilisera pour une de ces scènes. Un peu plus loin, vous tomberez sur un building assez atypique de par sa couleur bleue et son style art déco assez unique, le Eastern Columbia Building. Un magnifique bâtiment des années 30 qui a connu son petit moment de gloire au cinéma puisqu'il accueillera en son sommet un certain Predator dans Predator 2 en 1990. Dans un style plus moderne, vous ne pourrez pas manquer le bâtiment suivant, puisqu'il s'agit du plus haut bâtiment de la ville. Je parle bien entendu de la Liberty Tower, aujourd'hui appelée US Bank Tower, mais je préfère Liberty Tower, ça sonne moins capitaliste. On peut la voir dans de très nombreuses fictions, notamment dans Independence Day, où Roland Emmerich s'amuse à la dégommer, comme quasiment tous les monuments du monde. Je crois bien que le tourisme à lui, c'est pas trop son truc. Non loin de là se situe le Citigroup Center, dont le hall d'entrée a servi de décor à un film qui est encore aujourd'hui considéré comme le plus grand polar de l'histoire du cinéma, Heat. Ce hall est celui de la banque braquée par De Niro et son groupe. Ils le traverseront avant d'arriver à leur voiture où Val Kilmer tirera les premiers coups de feu jusqu'à poursuivre la fusillade plus loin dans la rue. Une des fusillades les plus immersives du cinéma. D'ailleurs, si vous aimez le cinéma de Michael Mann, j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc n'hésitez pas. Le Bradbury Building. Sans aucun doute le bâtiment que je préfère ici à Los Angeles. Un extérieur magnifique, mais un intérieur totalement unique. Cette sublime cour, entourée d'escaliers et d'ascenseurs visibles, apparaît dans des dizaines de films noirs, mais également dans The Artist avec Jean Dujardin, 500 jours ensemble, et surtout dans le chef-d'œuvre de Ridley Scott, Blade Runner, où le bâtiment tient un rôle primordial puisqu'il abrite dans le film l'appartement de Sébastien, et que c'est là où se déroule le climax. D'ailleurs, restons sur Blade Runner, puisqu'en face du Bradbury Building se trouve le $1 Million Theater, un des premiers ciné-palaces du pays qui apparaît également au même endroit dans le film. Le cinéma a aussi la particularité de faire partie des nombreuses autres salles situées sur Broadway, dans le centre historique de la ville. Entre 1910 et 1931, 12 salles de cinéma furent construites sur Broadway, ce qui fait que l'avenue comportait la plus grande concentration de cinéma au monde avec un nombre cumulé de 15 000 spectateurs sur l'ensemble des salles. Avant la Seconde Guerre mondiale, c'est ici que les plus grandes avant-premières avaient lieu. Mais après la guerre, les salles ont commencé à être laissées à l'abandon au profit de nouvelles salles situées sur le quartier d'Hollywood. Aujourd'hui, toutes ces salles sont encore visibles sur Broadway, la plupart sont abandonnées, d'autres transformées en magasins, et seulement une infime partie continue à diffuser des films. La ville a promis de faire un effort en termes de rénovation sur ce véritable patrimoine culturel, et ça ne serait que justice pour un endroit qui fut un temps le berceau de notre passion à tous. Donc du coup ici on est au Second Street Tunnel, un lieu de tournage emblématique des films d'action américains. Ce qui est assez paradoxal, c'est que c'est un des lieux les plus connus et les plus reconnus dans les films, mais c'est un des lieux que les Américains connaissent le moins. En tout cas, personne ne sait qu'il y a beaucoup de films d'action qui ont été tournés ici. Il y a Blade Runner, Terminator 2, Rocky 4, Les Ailes de l'Enfer, Independence Day, Under the Silver Lake récemment. Et il y en a tellement que je ne pourrais pas tous vous les citer, mais c'est vraiment un des lieux les plus emblématiques du cinéma hollywoodien. Et ça fait quelque chose d'être ici en tout cas. Voilà.
l'aurez compris, le downtown de Los Angeles ne se résume pas qu'à son quartier des affaires. Il regorge de lieux emblématiques qui gravitent autour du 7e art. Beaucoup plus qu'à Hollywood Boulevard par exemple, qui est un passage obligé quand on est à LA, mais qui apparaît pourtant bien différent que dans l'imagination collective, lieu touristique oblige. Il y a pourtant un endroit en particulier dont j'aimerais vous parler sur Hollywood Boulevard. Donc du coup ici on est sur Hollywood Boulevard et les éléphants qu'on peut voir derrière et tout ce décor, ça vient d'un film qui s'appelle Intolérance, qui est sorti en 1916. Et c'est ce qui est, enfin en tout cas c'est un film qui est considéré comme la première superproduction hollywoodienne, puisque c'est un film qui a coûté plus de 1 750 000 $. Et à l'époque, en tout cas en 1916, il n'y avait aucun film qui se faisait pour ce budget-là. Ce film donc, Intolérance, a été réalisé par David Park Griffith, qui a aussi réalisé un an auparavant un film qui s'appelle Naissance d'une nation. Un film qui, par beaucoup de ses aspects, son montage et son dynamisme, a révolutionné les codes du cinéma, mais un film qui est aussi considéré comme profondément raciste. D'ailleurs, c'est là où est tout le paradoxe, puisque c'est un film qui est hyper important, qui réinvente les codes, mais qui fait passer des messages qui sont ignobles et qui sont à milieu en tout cas de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Enfin voilà, c'est important de vous montrer ça en plein milieu de Hollywood Boulevard, un décor assez impressionnant d'un film qui l'est tout autant. La ville s'étend sur 1290 km, et quand on voit certains lieux, certains quartiers, on oublie rapidement que Los Angeles est une ville côtière. Car une fois sur la plage, on n'a plus du tout l'impression d'être au même endroit. C'est donc ici que je vais vous amener, mais bon, pour ça, il me faudra forcément un véhicule. Donc arrêtons-nous tout d'abord au musée Petersen, afin d'admirer les différents engins mécaniques qui ont eux aussi contribué à l'histoire du cinéma. Oui, je sais, je galère sur les transitions, m'en parlez pas. Là on est sur Plummer Street et c'est ici qu'a eu lieu la fameuse course-poursuite en moto de Terminator 2. John est arrivé par là, comme ça. Il passe sous le pont, hop, de l'autre côté. Et c'est de l'autre côté que le camion arrive là-bas, il fonce dans la barrière et vous connaissez la suite. Voilà, on va aller voir ça de plus près. C'est parti. Tu vas pas surfer aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui, non. J'ai l'impression que l'océan veut pas de moi aujourd'hui. Il me rejette. Je peux surfer la vie, mais pas l'océan, pas aujourd'hui. Quand on marche de Venice Beach à Santa Monica, on oublie totalement ce que peut être Los Angeles. Les autoroutes et les buildings laissent place au sable, à la danse, aux magasins improbables, à la culture de la planche, que ce soit le surf ou bien sûr le skate avec ce célèbre skatepark. On s'étonne également devant les attractions et la grande roue du fameux Pacific Park, qu'on a déjà au moins tous vu une fois sur un écran, une affiche, un magazine, un lieu qui nous paraît tout autant familier qu'irréel, une sorte de carte postale inaccessible. Bref,
Vous l'aurez compris, c'est un endroit de la ville assez unique. Mais en termes de cinéma, j'ai dû m'en éloigner, suivre la côte et m'arrêter sur une petite plage qui paraît anodine comme ça, mais qui cache pourtant quelques petits secrets. Donc ici on se trouve à Malibu en Californie et cette plage qui est derrière moi n'est pas n'importe quelle plage puisqu'il s'agit de la plage de la Playa des Singes de 1968, la fameuse plage où on voit la Statue de la Liberté échouée juste là, à côté de ce rocher là-bas. Et pour la petite anecdote, derrière ce rocher ici, c'est la maison de Tony Stark. Alors la maison de Tony Stark n'existe pas puisqu'elle est faite en images de synthèse, mais ils ont utilisé ce rocher derrière là-bas pour implanter la maison. Et bien voilà, c'est ici que s'achève ce voyage que je me devais de partager avec vous. Je sais que j'ai raté beaucoup de lieux que j'aurais aimé vous montrer, mais le temps et les ressources m'ont manqué malheureusement. C'est la deuxième fois que je vais en Californie. La première fois j'y suis resté 3 mois tellement je suis tombé sous le charme de ce lieu qu'on pourrait trouver superficiel, et qu'il l'est par bien des aspects, mais un lieu qui cache pourtant quelques perles rares, quelques moments assez uniques. J'espère en tout cas vous avoir fait voyager durant ces temps difficiles. Prenez soin de vous, de vos familles, de vos animaux, et quant à moi je vous salue et je vous dis à la prochaine.